Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Aujourd'hui, je laisse la parole à Léa, étudiante en éthologie spécialisée en primatologie. Bonne écoute. Je me présente, je m'appelle Léa, je suis étudiante en Master 2 d'éthologie à l'Université de Rennes. Donc je suis techniquement pas encore éthologue, mais je suis en voie de l'être. Et en tout cas, en ce moment, je fais une activité d'éthologie, donc c'est-à-dire que j'étudie le comportement des animaux. L'éthologie, ça peut être mon master en tout cas, c'est sur l'éthologie animale et humaine. Donc l'éthologie humaine, ça s'apparente un peu à de la psychologie, on va dire. Ça se concentre surtout sur les enfants. C'est vraiment basé sur l'observation. Et en fait, l'éthologie, c'est observer les comportements des animaux, donc ce qui est tangible, pour essayer de mieux comprendre leur fonctionnement. En tout cas, dans mon master, mais ça concerne vraiment tous les animaux, donc les humains, mais ça va des mammifères sociaux comme les primates, comme les baleines, jusqu'aux fourmis, ou des animaux qui sont un peu plus solitaires. Quand on fait de l'éthologie, on étudie les comportements avec des méthodes qui sont bien connues. Il y a par exemple le focal. Le focal, c'est se concentrer sur un individu et noter tous ses comportements pendant une certaine période, donc pendant 20 minutes par exemple. On a le scan également, donc le scan, ça permet de repérer la position des uns et des autres et du coup de savoir un peu plus sur leur proximité. On a des ad libitum, on va noter tous les comportements qui nous intéressent, notamment les comportements sexuels par exemple, parce qu'ils sont plutôt rares et donc ils interviennent, enfin ils sont rarement pendant qu'on fait le focal. Donc voilà, c'est toute une palette de techniques et de méthodes qui sont spécifiques à l'éthologie. Donc c'est un terme qui est plutôt scientifique. Donc l'éthologie, c'est pas du comportementalisme. Quand on est éthologue, on n'est pas comportementaliste. On peut le devenir, mais c'est des formations qui sont tout à fait différentes. Le comportementaliste, qui est une formation qui est payante, qui est en dehors d'un parcours universitaire. J'avoue, je suis pas super bien renseignée dessus, mais l'éthologie, en tout cas, c'est un master qui est accessible après avoir fait une licence ou un équivalent. J'en parlerai un peu plus après. Je peux peut-être commencer à détailler mon parcours. Du coup, j'ai commencé par un bac S que j'ai eu en 2017 avec une spécialité SVT. À l'époque, j'avais déjà entendu parler de l'éthologie, mais ça restait quelque chose de... En fait, je comprenais pas comment y aller. Il y a un site, je crois, qui est encore avec de l'actualité, mais genre, qu'est-ce qu'être éthologue? Et en fait, j'avais vu qu'il fallait... je crois que c'était 10 ans d'études parce qu'il y avait la licence et le master et après il y avait un doctorat et un post-doctorat et après on pouvait être éthologue. Et j'avoue, c'était un peu démotivant. Mais j'avais vu qu'il y avait l'option psychologie. Et du coup, c'est ce que j'ai choisi moi. Parce que j'étais pas vraiment sûre de ce que je voulais faire, mais je savais que c'était une des voies possibles. Et donc, psychologie Aix-Marseille, avec des cours qui finalement étaient utiles pour le master d'éthologie que je fais, vu qu'on étudie le comportement des humains, mais qui avait plein de cours en neurosciences, par exemple, en psychologie comparée, c'est-à-dire qu'on va comparer la cognition des primates, par exemple, avec celle d'autres humains. Donc les cours étaient vraiment utiles en psychologie pour ensuite rejoindre l'éthologie. J'ai aussi eu une licence de philosophie. Alors ça a un peu rien à voir, mais je l'ai fait à distance et en fait pendant ce temps-là, j'ai pu faire un service civique. Encore rien à voir, mais j'ai testé plein de choses. C'était d'ailleurs quelque chose que je pensais être un frein parce que j'ai vraiment eu plein d'expériences différentes. Donc là, c'était à la direction régionale des droits des femmes. C'est un sujet qui me touche beaucoup aussi. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et j'ai aussi un Erasmus d'1 an en Italie. Donc voilà, c'est pour dire que mon parcours n'est pas du tout linéaire. J'aurais pu finir mes études en 5 ans, enfin faire 3 ans de licence, une licence classique, peut-être de bio, et après aller en master et faire mes 2 ans et finir. Au final, ça fait 8 ans. J'ai eu mon bac en 2017 et je suis toujours étudiante. Et je regrette pas du tout parce que j'ai eu plein d'expériences différentes et je pense que ça enrichit mon parcours et ce que je peux offrir maintenant aujourd'hui, enfin, est-ce que je suis. Et du coup, pendant ma licence de psycho, j'ai su que je voulais rejoindre un master d'éthologie, mais je savais que c'était quand même un peu plus compliqué pour ceux qui ont une licence en psycho.
Du coup, j'ai eu un stage auprès d'un enseignant-chercheur en éthologie que j'ai trouvé un peu par hasard, mais qui était dans ma fac, qui m'a appris du coup toutes ces méthodes-là et que ça m'a, en fait, c'était un vrai plus pour mon CV pour être acceptée en master. Je parlerai après peut-être un peu plus en détail de la sélection du master, notamment des conseils que je peux vous donner pour intégrer un master d'éthologie. Et du coup, j'ai réussi à intégrer ce master de Rennes. J'ai été sur la liste d'attente au début, je crois 20e ou quelque chose comme ça, donc j'étais pas sûre d'être acceptée, finalement, je l'ai été. Et ce master, il comporte 2 stages qui sont obligatoires. Un stage en master 1, de 2 mois, et un stage de 5 mois minimum, 5-6 mois en master 2. Et en fait, c'est vraiment des stages de recherche, donc c'est dans des institutions de recherche, des universités, des laboratoires, etc. On peut le faire ailleurs, mais c'est déconseillé parce qu'en fait, le rapport de stage qui est à fournir, c'est un rapport sous forme d'un article scientifique. Donc, c'est dans des institutions de recherche qu'il est conseillé de le faire. Du coup, le premier, je l'ai fait à la station biologique de Pimpon. En fait, c'est le laboratoire d'éthologie de Rennes et qui accueille des primates en captivité depuis très longtemps. Et du coup, la captivité, j'avoue que c'est pas très très mon truc. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde intéressé par le conte d'Émilie. Mais j'ai quand même beaucoup appris, notamment en méthode en éthologie. Sur le sujet aussi, c'était sur la communication sexuelle chez des primates, les Mangabéacoli, on les appelle. Donc c'était vraiment passionnant. Enfin, les primates en soi, c'est quelque chose c'est une espèce qui me passionne énormément. J'ai décidé de faire une année de césure entre ma première année de master et la seconde. Ouais, j'aurais pu le faire de façon linéaire, mais j'avais envie d'avoir ce statut de stagiaire qu'on a quand on est encore étudiante et qu'on n'a plus une fois qu'on a fini nos études. Et vu que j'avais déjà utilisé mon joker de service civique durant ma licence et que malheureusement on peut en faire qu'un seul, j'ai trouvé ce petit superfuge. Et donc pendant cette année de césure, j'ai d'abord été stagiaire pendant 4 mois au Conservatoire d'espaces naturels de Corse. Et j'y ai été pour assurer le suivi de reproduction d'espèces protégées, le milan royal et le pie-grièche écorcheur. Et en fait, c'est des espèces qui font l'objet d'un PNA, donc c'est un plan national d'action. C'est tout un programme de conservation pour essayer de protéger ces espèces-là. Donc il y a tout un pan où c'est connaître l'animal et après c'est des mesures pour le protéger. Et donc moi j'étais dans ces 2 aspects-là, connaître pour mieux connaître la reproduction, leur habitat, leur alimentation, mais aussi dans la partie protégée parce que j'étais en contact avec les agriculteurs et j'ai essayé de faire en sorte qu'ils adoptent des pratiques durables pour ces espèces-là. Donc par exemple garder les haies dans leur terrain agricole pour que les oiseaux puissent se reproduire et avoir une source alimentaire. Les menaces pour ces espèces en Corse, l'agriculture salée, il y a pas, en fait, en Corse on n'a pas des grandes agricultures je sais pas comment dire, mais intensive, on va dire. Mais les milieux peuvent être fermés. En gros, il y a beaucoup de maquis, on va dire. C'est pas la faute de l'humain en soi. Il y a des incendies aussi. Et en fait, il y a l'utilisation de pesticides, de pesticides comme de partout. Et elles peuvent être chassées aussi. Le milan, même si c'est pas trop le cas, il y a quand même eu certaines espèces qui sont chassées. Et quand j'ai fait mon stage aussi, on a retrouvé quelques milans royaux qui étaient en mauvais état. Et en fait, ils s'étaient nourris dans les ordures qui étaient à côté. Donc c'était des décharges illégales avec plein de contenants toxiques pour eux. Au niveau de l'agriculture aussi, le fait, ils sont en manque de proie. Mais cette région en Corse, c'est quand même assez particulier pour le milan royal. C'est une des régions d'Europe où il y a le plus fort de concentration. Donc c'est plutôt positif, mais on voit quand même que ça augmente pas non plus. Donc ils ont plein de menaces, mais on va dire que comparé à d'autres endroits d'Europe, la concentration est plutôt élevée. Disons que par exemple de garder les haies ou des des arbres par exemple au sein du terrain, c'est vraiment essentiel. J'en parlerai un peu après, mais l'éthologie finalement et malheureusement il y en a peu dans les programmes de conservation, dans le sens où il y a peu d'éthologues qui vont vraiment sur le terrain étudier le comportement.
Donc là, c'était une possibilité. J'ai beaucoup aimé ça. C'était pas des comportements fins comme je suis en train de le faire aujourd'hui, que je vais un peu plus détailler, où par exemple, on sait en détail ce qu'il fait, même au point de se gratter ou d'avoir une interaction avec un individu. Mais c'était quand même le comportement alimentaire, du coup, savoir de quoi il se nourrit, de reproduction, donc dans quel arbre il choisit de nicher, qui garde le nid, est-ce que les arbres sont gardés d'année en année. Donc on n'a pas vraiment utilisé des méthodes de l'éthologie. En soi, quelqu'un qui n'a pas un master d'éthologie, donc qui a un master en biodiversité, etc., pourrait aussi étudier ça. Mais ça fait le lien entre du coup connaître l'espèce et essayer de les protéger. Du coup, ensuite, après cette année de césure, du coup, ce stage de césure chez moi en Corse, je suis partie à Madagascar, donc un peu plus loin, pour être guide marin. Donc là, c'est pas de la recherche non plus, c'était une saison. On accompagnait les touristes en mer pour aller chercher les animaux marins. Donc là-bas, c'est énormément riche. Donc on avait des baleines à bosse, plein d'espèces de dauphins, des raies, des requins-baleines notamment. Et notre rôle, c'était d'aller les observer en respectant la charte d'approche et en sensibilisant les touristes sur ces espèces-là, donc en apportant des connaissances sur elles, mais aussi en leur disant les menaces, par exemple, qu'elles rencontrent ces espèces et comment nous, on peut essayer de faire en sorte de les protéger rien qu'en allant sur place, donc en évitant de les toucher, en évitant d'être proche, par exemple, et tout un tas de pratiques qui étaient nécessaires, par exemple, ne pas mettre de la crème solaire avant d'aller dans l'eau, etc. Donc c'était plutôt de la sensibilisation. J'avoue que j'ai pris énormément de plaisir. C'était un peu égoïste de ma part, mais c'était vraiment incroyable de pouvoir voir ces animaux au quotidien. Du coup, j'étais payée pour cette saison. J'étais payée 800 € et j'étais logée. C'est une entreprise qui est française, qui est basée à Madagascar depuis 15 ans. 10 ou 15 ans. Ça s'appelle Baleine Rando. Je sais que cette année, la saison est déjà complète, mais bon, pourquoi pas pour les saisons d'après. Et donc, c'est tout à fait correct pour Madagascar, on va dire 800 €, c'est très très bien. Et en fait, là-bas, la vie est peu chère, forcément. Donc, c'était suffisant. Il y avait aussi une partie du vol qui était pris en charge. Et du coup, ce que j'en pense des pratiques de whale watching à Madagascar, on va dire de whale watching tout court, je trouve que avant d'y aller, forcément, j'ai eu un débat éthique de ce que ça apporte et de ce que ça impacte. Forcément, le whale watching, après avoir vécu cette saison, je pense qu'il n'y a pas zéro impact, même si en ayant la meilleure volonté possible, en vouloir respecter au maximum les animaux, on est quand même surtout pour les animaux marins, en fait, c'est différent avec les animaux terrestres, mais avec les animaux marins, il y a forcément le bateau. C'est possible aussi de les observer depuis la terre, mais c'est pas très répandu, en tout cas en entreprise. Donc il y a forcément le bruit du bateau. Et puis même si toi t'as une approche respectueuse et que tu respectes des distances et que tu vas pas très vite, il y a d'autres opérateurs touristiques qui veulent que les touristes soient un peu plus près, donc qui avancent plus et du coup t'as une certaine pression des touristes parce qu'ils veulent eux aussi être proches. Donc c'est un grand débat éthique. J'ai pas encore de réponse totalement. Je pense que ça apporte aussi beaucoup, l'émerveillement des gens. Je pense que ça contribue au fait qu'ils veulent continuer de protéger. Et généralement, les touristes qui étaient partis avec nous, vu que c'est une entreprise respectueuse, les clients nous choisissaient pour ça. Donc, quand on leur expliquait qu'on s'approchait pas trop pour pas déranger l'animal ou que on observait, ça c'était utile du coup l'éthologie. Alors je pense que j'ai été prise en partie par ma formation d'éthologie, aussi parce que j'ai pas mal voyagé, notamment à Madagascar. Mais l'éthologie, ça me permettait de voir que les dauphins étaient un peu plus agités que d'habitude, parce qu'à force de les côtoyer, on reconnaissait des comportements inhabituels. Donc je voyais que par exemple ils étaient un peu plus fuyants ou qu'ils plongeaient plus fréquemment. Et du coup dans ces moments-là, tu peux te dire je pense qu'on les dérange et donc vaut mieux qu'on s'en aille même si on n'est pas resté longtemps avec eux, etc. Donc ça permettait vraiment d'adapter notre pratique. Et un des problèmes qui commence à se développer à Madagascar dans cette région, c'est au niveau des requins-baleines. Les requins-baleines, c'est un grand sujet, mais il y a des observations qui sont pas du tout éthiques de partout dans le monde, où on va par exemple les nourrir, et du coup ils sont tous autour, et il y a je crois que c'est vraiment des centaines de personnes qui sont dans l'eau, il y a des plongeurs en dessous, il y a les gens qui sont en palmax tuba en haut, et ils sont envahis, et en fait les requins ne peuvent plus avoir leur comportement naturel. À Madagascar, c'est pas le cas, on les nourrit pas.
Baleine Rando était un des premiers à voir ces requins-baleines. Et en fait, il y a, il y a de plus en plus et il y a une charte, heureusement, qui a été mise en place par l'association qui s'appelle Madagascar Whale Shark Project, qui a été développée par une scientifique qui avait d'abord fait une saison avec Baleine Rando et qui a ensuite développé cet assaut-là. Donc, elle a un aspect protégé, connaître. Donc, elle fait des études sur les requins-baleines en repérant leur position GPS, par exemple, notamment avec des balises qui sont placées à 20 mètres de profondeur, des études sur leur alimentation, encore du phytoplancton, etc. Donc avec des photos, on pouvait reconnaître précisément un requin-baleine qui avait des taches bien précisément. Chaque requin-baleine a son empreinte digitale, on va dire. Il y a l'aspect protégé de cette association. Et donc, elle a réussi à ce qu'une charte d'approche soit devenue une loi. Donc ça veut dire que légalement, les opérateurs touristiques doivent avoir une formation que j'ai eue aussi, où on apprend sur l'espèce et sur toutes les pratiques respectueuses, ou moins dérangeantes, on va dire. Et donc, elle est obligatoire avant d'aller en mer et avant de proposer des sorties aux touristes. Il y en a qui malheureusement la passent pas et surtout ce qu'on voit c'est qu'il y en a qui respectent pas les chartes. J'ai été confrontée à des moments assez terribles où on était souvent les premiers bateaux et en fait il y en avait qui a plein qui arrivaient et à la fin il y avait une dizaine de personnes et du coup nous entre-temps on était partis parce qu'on voulait pas participer à ça. Mais mine de rien on participait dans le fait d'avoir trouvé cet animal peut-être et d'avoir incité les autres à venir. Donc en fait, le débat éthique est très fort et dans ce moment-là, on se remet en question et je pense que c'est normal aussi. J'ai vécu aussi des moments où on était seul dans l'eau avec des touristes qui étaient très respectueux, où on bougeait pas et le requin-baleine tournait autour de nous et c'était absolument splendide. Enfin, c'est vraiment pour ces moments-là que j'ai fait ce job saisonnier. Mais il y avait aussi malheureusement ces moments où on questionne l'éthique du whale watching malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Donc voilà, le tourisme, c'est un grand débat. Ça apporte de l'économie à des pays qui sont souvent défavorisés. Ça permet de sensibiliser les gens à l'environnement, etc. Mais d'un autre côté, il y a des impacts qu'on peut pas négliger, que ce soit sur le dérangement direct de l'animal avec le bruit, par exemple, ou la pollution des gens qui prennent l'avion pour ensuite venir à l'autre bout du monde observer des animaux. Donc voilà, c'est tout un débat éthique auquel j'ai pas encore de réponse et je sais pas si j'en aurai encore une. Mais j'ai beaucoup appris en tout cas. Une autre expérience que j'ai eue durant cette année de césure, c'est un bénévolat à marée vive qu'Émilie connaît très bien. J'ai notamment fait comme elle la mission Corsicaire. Donc c'est pendant 3 semaines, on fait le tour de la Corse, en partie, en trimaran. Et on étudie la pollution scientifique donc par des protocoles de récolte et de suivi de microplastiques par exemple qu'il y a sur les plages en Corse et des plus gros plastiques. Et aussi c'est l'occasion de sensibiliser les gens, donc les Corses mais aussi les touristes parce que c'est en période, c'est en été. Et donc de sensibiliser via des conférences, via de la projection de films, via des rencontres spontanées, des enquêtes, etc. C'était 3 semaines très intenses et très belles aussi parce qu'on profite de la côte corse. Et depuis depuis l'an dernier, on va dire, il y a aussi un protocole de suivi des raies. En fait, on soupçonne pas, mais il y a beaucoup de raies en Corse et on fait des transects, c'est-à-dire on était 8, on se tenait la main et on avançait et en fait on notait les informations qu'on pouvait avoir sur elles, donc le sexe, etc. Et on continue notre transect comme ça sur la plage pour répertorier les raies. Il y a aussi des missions pour le suivi des cétacés, surtout les dauphins. Et donc par photo d'identification encore, c'est-à-dire qu'on prenait en photo les ailerons pour ensuite identifier les dauphins. Donc ça permet de connaître la population, notamment les endroits qu'ils fréquentent, etc. Et donc Marivive se développe de plus en plus sur cette partie-là. C'est une super asso qui est vraiment qui est là depuis bientôt 10 ans et qui est fondée par des Corses et qui essaie d'impliquer un peu plus les Corses parce que malheureusement pas énormément qui sont impliqués dans l'écologie. Et
Et c'est une asso que je recommande vraiment. Et d'ailleurs, ils recrutent des services civiques, parfois des postes. Mais là, le poste a été pris, mais il y a des services civiques qui sont recrutés, des bénévolats, des stagiaires. Donc c'est vraiment une asso que je recommande, que ce soit pour la partie recherche avec le suivi de la pollution plastique et le suivi de la mégafaune marine, et aussi pour la partie communication. Et j'ai participé aussi, du coup, c'était des ateliers d'éducation environnementale auprès d'enfants dans les écoles. En fait, tout au long de l'année, ils ont des ateliers où les enfants deviennent vraiment acteurs. Donc, par exemple, au début, on va leur parler le problème de la pollution plastique, mais en se concentrant, par exemple, sur les mégots. Et en fait, après, les enfants vont être acteurs en proposant des initiatives, par exemple installer des cendriers à côté des endroits où ils ont vu qu'il y avait beaucoup de mégots qui étaient jetés, ou de faire des pochoirs, etc. Donc par rapport à l'éducation, que ce soit pour le jeune public ou pour tout public, on va dire, c'est vraiment une super asso. Donc ça, du coup, c'est pour mon année de césure. Et puis, je suis retournée en Master 2 d'éthologie. Donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai eu d'abord des cours, mais pas longtemps finalement. Le Master d'éthologie de Rennes. Donc, comme j'ai dit, en Master 1, il y a une année de cours théoriques, on va dire, puis les 2 mois de stage. Et en Master 2, c'est 2-3 mois de cours théoriques, 2 mois où on écrit un mémoire de recherche, et 5-6 mois de stage. Et donc là, je suis dans la période 5-6 mois de stage, et je suis en Afrique du Sud. Je suis dans un projet qui s'appelle l'Inkawu Vervet Project, donc qui étudie les singes vervets depuis 10 ou 15 ans. 15 ans, je crois. J'ai confondu un peu les deux. Et donc là, c'est vraiment de la méthode éthologique pure, enfin de la méthode scientifique éthologique. Et mon objectif, c'est d'étudier la tolérance sociale au sein de plusieurs groupes vervets. Donc à quel point ils se tolèrent entre eux, c'est-à-dire à quel point ils vont être proches les uns des autres. Et pour ça, je collecte des scans pour étudier la proximité entre eux. L'échantillon fécaux apporte d'autres informations sur les singes, notamment sur leur physiologie, sur leur état interne. Et on collecte également d'autres données en fonction des moments. En fait, les singes vervets sont territoriaux, donc ils ont chacun leur territoire et ils peuvent parfois se rencontrer. Donc ces moments-là, qu'on a des BTA, donc des rencontres intergroupes. On note les interactions qu'il y a entre eux. J'en ai eu juste avant cet après-midi, donc il y a 2 heures, où c'était un groupe que je suivais qui a rencontré un autre groupe un peu moins habitué. Et du coup, on a noté qui avançait vers qui, quel mâle a essayé de s'introduire dans le groupe, etc. Donc c'est vraiment des moments qui sont vraiment passionnants. De façon générale, ce quotidien-là est celui qui me plaît le plus de tout ce que j'ai pu vivre, par la simplicité du quotidien. En fait, on se réveille à l'aube pour aller suivre les singes. On les retrouve sur leur sleeping side, sur leur endroit où ils dorment, et on les suit pendant des heures. Donc c'est des shifts de 8 heures. Et pendant ces heures-là, en fait, on note leur comportement. Vraiment, notre job, c'est de les observer. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est au milieu de la nature, on est en train de marcher et on observe des animaux qui sont passionnants. C'est vraiment un quotidien qui est super reposant. On est au milieu d'une réserve où on est assez loin de la ville, par exemple. Donc, c'est un quotidien qui est incroyable et je suis vraiment, vraiment contente d'avoir cette expérience-là. Ce projet, du coup, il s'inscrit dans collaboration avec plusieurs universités, notamment celle de Lausanne en Suisse. Vous faites quoi de toutes ces informations et données ensuite? Le projet dans lequel je suis, donc Inkawu Vervet Project, il s'inscrit dans une collaboration entre plusieurs universités, notamment celle de Lausanne en Suisse et plein d'autres, celle de Strasbourg par exemple. Et donc en fait, moi par exemple, je collecte des données qui sont utilisées pour mon stage, mais qui vont faire aussi l'objet d'un article scientifique. Donc mes superviseuses qui sont de l'université de Lausanne, on va coécrire un article scientifique pour apporter ses connaissances. Donc c'est vraiment qu'il y a un projet qui a à visée scientifique, pas dans la conservation cette fois-ci. Et c'est des données qui sont super intéressantes parce qu'en fait elles sont collectées depuis plus de 10 ans et qui sont individuelles, c'est-à-dire que l'avantage de ces méthodes en éthologie, c'est qu'on sait exactement qui a fait quoi. En fait, on parle pas juste d'un singe, c'est Rivas, par exemple. Rivas qui a 3 ans, qu'on connaît depuis la naissance, dont on connaît la mère, dont on peut connaître le père avec la génétique, qui a telle relation avec
cet autre individu-là et qui est devenu mère d'un autre individu. Et en fait, on peut retracer toute la vie des individus comme ça et étudier leur comportement en détail. Donc c'est vraiment un projet qui est d'une grande ampleur et qui contribue beaucoup à la science par ces données-là. En fait, il y en a pas énormément des projets avec les primates qui peuvent être aussi précises en éthologie et c'est aussi l'espèce qui permet ça. C'est une espèce qui est souvent au sol, donc on peut les observer facilement. Le terrain est plutôt facile, entre guillemets. Il y a énormément d'épines, il fait super chaud parfois, il y a eu des journées à 40 degrés, etc. Mais c'est quand même plus simple que d'étudier, par exemple, les gorilles dans une forêt tropicale. Ça permet vraiment de les étudier de façon détaillée. Est-ce que je me vois faire ce genre de mission de terrain pendant des années ou tu aimerais faire autre chose comme métier dans l'éthologie? Ben, pour y avoir goûté, je pense que ouais, je vais refaire ça. En fait, on appelle ça être assistant de recherche. Généralement, on n'est pas payé ou très peu. Souvent, par contre, il y a le loyer qui est pris en charge et la nourriture ou le voyage. En fait, c'est souvent des arrangements plutôt que des salaires. C'est clairement pas pour le salaire que je fais ça, mais je trouve ça vraiment absolument passionnant et j'aimerais bien faire ce que je fais actuellement, mais avec d'autres espèces de primates notamment. C'est surtout avec les primates qu'il y a ce genre de projet. Mais je sais que c'est pas viable non plus. C'est un peu compliqué si ça pouvait être un métier payé normalement et oui, je me verrais complètement faire ce métier-là. Après, j'avoue que je sais pas sur genre combien de temps je me vois bouger autant. J'avoue que du coup, depuis que j'ai commencé à faire mes études, quand j'avais 18 ans, donc ça fait déjà 8 ans, je bouge énormément. Je crois que je passe à maximum 1 an dans chaque endroit avant de bouger. Donc là, c'est 8 mois, par exemple, en Afrique du Sud, et après je repars et je repartirai sûrement d'un autre endroit, peut-être d'Afrique. En tout cas, c'est ce que j'aimerais en ce moment. Mais j'avoue que je sais pas à quel point jusqu'à quand j'aimerais faire ça. Mais ouais, ça serait l'idéal. Et après, peut-être obtenir un métier, un job plutôt dans le management, être dans de ce genre de projet, mais avec un peu plus de responsabilité, donc comment gérer les assistants de recherche, etc. Mais généralement, ces personnes-là vont moins sur le terrain. Et j'avoue que c'est vraiment la partie qui me passionne le plus. Donc, on verra. Et du coup, ce qui m'attend après cette expérience-là, alors on devait refaire une saison à Baleine Rando, donc en tant que guide marin. Malheureusement, pour des problèmes de famille, on va devoir rentrer en Corse, donc il y aura pas de deuxième saison cette année pour nous. Et du coup, je pense qu'on va passer d'abord quelques mois en Corse. On reviendra peut-être à Marévive, s'ils veulent bien de nous. En tout cas, en bénévolat, c'est sûr que je sais qu'il y aura du monde pour nous accueillir. Et après, je pense qu'on aimerait bien repartir faire ce que je disais, donc être assistant de recherche dans un autre pays d'Afrique, peut-être avec une autre espèce. Les babouins, ça me tente pas mal. Et les chimpanzés, ça serait vraiment l'idéal. D'un autre côté, je me dis que les conditions de terrain sont pas du tout les mêmes. C'est beaucoup plus exigeant. Et le confort sur le site est pas du tout le même. Généralement c'est en pleine forêt, parfois c'est en tente, il y a pas de courant, tout ça dans la rivière, il y a pas d'électricité, il y a peu de réseau internet. Donc c'est tout un autre truc qui c'est beaucoup plus exigeant, mais pour étudier les chimpanzés, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Ton copain fait le même master que toi? Non, il fait la même chose que moi actuellement. Donc lui aussi, il est assistant de recherche au même projet, mais il n'est pas stagiaire, contrairement à moi. Donc il n'a pas ce sujet, par exemple, sur la tolérance sociale et il collecte des données pour le projet. Et il a fait d'abord une formation en ingénieur généraliste. Et ensuite, il a fait un master en JI aménagement du territoire avec une spécialisation vers la protection d'espaces naturels. Donc, il a un tout autre parcours que moi. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on a eu finalement, on se rejoint et on a tous les deux envie de faire la même chose. C'était d'étudier les animaux dans leur milieu naturel. On est partis vraiment de deux milieux différents, entre moi qui ai commencé avec licence de psycho et lui qui a commencé par une prépa maths. Et du coup, nous voilà tous les deux en train d'observer les singes. Donc ouais, il est bénévole, pardon, mais il paye pas non plus. Donc moi, c'est pris en charge, on est logé. Il a eu le vol également payé. Et en fait, là, il m'aide à collecter des données pour moi. Et en fait, il est payé pour ça parce qu'il analyse aussi des échantillons fécaux
dans un laboratoire qu'on a sur le terrain. Et donc pour ça, il a une petite rémunération. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça qu'on partage d'ailleurs. Et moi, non, je suis en tant que stagiaire. Par contre, j'ai une bourse de Rennes de 350 € par mois que j'ai pour mon stage. Voilà, on gagne vraiment pas grand-chose, c'est bénévolat, mais presque. Et oui, l'asso a payé mon vol aussi. Donc là, concrètement, mes frais, c'est juste la nourriture et les voyages qu'on fait en dehors pour visiter l'Afrique du Sud, notamment durant les week-ends qu'on a. On a 3 semaines de vacances pour 8 mois de travail. Au niveau du rythme aussi, on a 5 jours de 8 heures, plus le samedi avec 4 heures de travail. Donc 44 heures, il me semble. J'appréhendais un peu au début parce que c'est quand même très physique. Le rythme est dur au début, surtout quand on se réveille tôt le matin. Là, en ce moment, ça va, c'est à 6 heures. Enfin, on part à 6 heures. Mais quand on est arrivé en décembre, donc en été ici, c'était à 4h30. Donc c'était beaucoup plus dur. Et en fait, on aime tellement les singes que on a envie d'y aller même les week-ends. Et oui, du coup, une asso payer l'avion, ouais, en fait, je pense que c'est parce que c'est le projet comme ça, et je pense que pour le pas cher, avec les primates, c'est assez fréquent que le vol soit pris en compte. Est-ce que tu peux reparler plus en détail de ton master en éthologie, tes conseils pour être pris, les cours, etc. Au niveau de la sélection en éthologie, c'est possible du coup d'intégrer ce master en ayant une licence de psychologie. C'est quand même pas le parcours qui est le plus fréquent. À l'université de Rennes, j'ai remarqué que c'était beaucoup des personnes qui venaient de l'université de Rennes, donc qui avaient fait leur licence en bio là-bas, ou alors dans le coin, à Nantes par exemple. L'alsation, mine de rien, ça aide quand même beaucoup. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient venues exprès faire leur licence à Rennes pour avoir plus de chances d'être sélectionnées au master. Ça vaut peut-être, je sais pas, mais c'est peut-être le cas aussi pour les autres masters d'éthologie. Donc il y a celui de Paris, celui de Strasbourg. On m'a déjà demandé pourquoi j'ai pas choisi les autres. Paris, c'est parce que j'ai pas envie d'aller à Paris. Je pense que il valait mieux pas pour moi que j'aille à vivre à Paris. Et Strasbourg, j'ai pas été acceptée parce que je pense que le parcours en psychologie était un peu moins privilégié là-bas, on va dire. Voilà, en tout cas, c'était mon ressenti. Et après, je sais qu'il y a d'autres masters aussi qui sont possibles en éthologie, mais pour lesquels j'ai même pas postulé parce que je savais qu'il fallait une licence de bio. Donc, pour entrer en master d'éthologie, c'est généralement la licence de bio. Il y a aussi des personnes qui ont fait une école de vétérinaire ou d'autres formations. C'est possible d'être en formation continue. Ça veut dire qu'on a déjà arrêté nos études, mais qu'on les reprend et en intégrant ce master-là. Qu'est-ce qui est important? Les notes sont assez importantes. Moi, j'avais 14, 15 de moyenne en licence. C'est pas extra, mais j'avais quand même la mention bien en licence. Et je crois qu'il y a personne qui a été accepté avec moins de 12 de moyenne. Donc, il faut quand même faire attention à ces notes pour être accepté. Mais c'est peut-être pas le plus important. À Rennes, je sais que ce qui était demandé, c'était d'avoir une expérience concrète de l'éthologie, notamment par les cours. En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui sont déçus de l'éthologie en découvrant ce que c'est. Le fait d'avoir eu des cours en éthologie, donc en licence de bio à Rennes, ça permettait d'avoir un avis documenté, enfin après une expérience. Donc ça, c'était un vrai plus. Par la lecture aussi de livres en éthologie. Et ce qui est super important aussi, c'est les expériences. Donc peut-être en éthologie, par exemple, dans des labos de recherche, ils cherchent parfois des étudiants de licence ou des étudiants en césure, mais ça peut être aussi tout contact avec les animaux sauvages ou non. Donc par exemple, je vous conseille vraiment de faire des stages ou des bénévolats ou des services civiques à l'étranger ou en France, dans des centres de soins, dans des refuges, à la LPO par exemple, au Conservatoire d'espaces naturels en France ou autres réserves, ou dans des assos qui contribuent à préserver ces animaux. Donc c'est pour ça que la carte d'Émilie est super utile pour ça. Je pense que des expériences, ça montre vraiment à quel point on est motivé à faire ce métier et aussi à quel point on connaît ce que ça implique. Est-ce qu'on peut faire ton expérience actuelle d'assistante de recherche sans être étudiante en éthologie? Du coup, c'est possible, par exemple, pour mon copain Stéphane qui avait pas d'expérience en éthologie avant, mais qui avait quand même eu des expériences avec les animaux. Donc je pense que oui, c'est possible. Je pense qu'en première expérience, non. Il faut quand même montrer que on peut être à l'aise sur le terrain. On peut être à l'aise aussi dans notre culture parce que du coup, c'est en Afrique du Sud avec des assistants de recherche qui sont notamment sud-africains. Et aussi avoir une expérience avec les animaux de façon générale, même si on n'est pas étudiant en éthologie.
et même si peut-être on n'a jamais eu d'expérience en éthologie. Donc c'est possible, peut-être pas en première expérience, mais c'est possible. Et pour trouver ces expériences, en plus de la Cardémélie, je vous recommanderais un Discord qui s'appelle la Sfeka. La Sfeka, c'est assez connu, ils organisent par exemple des conférences en éthologie de façon générale, et en fait ce Discord-là est spécialement dédié aux jeunes chercheurs, donc notamment ceux qui sont en master, ceux qui sont doctorants, mais aussi ceux qui veulent intégrer ce master-là. Et il y a pas mal d'offres qui sont diffusées sur ce Discord. Et il y a aussi d'autres newsletters où on voit plusieurs offres qui correspondent à de l'éthologie. Je voulais aussi, parce que c'est une question qu'on m'avait posée, malheureusement en fait, faire de l'éthologie en soi, c'est quand même assez rare. Ça veut dire que là par exemple, là c'est la deuxième expérience après mon stage de recherche en laboratoire avec les primates en captivité. Mais sinon, par exemple, toutes les expériences que j'ai eues, pour le suivi de la reproduction, c'était pas vraiment de l'éthologie en soi. En tant que guide marin, c'était pas de l'éthologie en soi. Et donc les expériences que vous pourriez avoir en centre de soins, à la LPO, ou dans les réserves naturelles, etc., c'est rarement de l'éthologie où on va noter les comportements de façon scientifique, mais c'est quand même s'intéresser au comportement des animaux, donc de façon un peu plus générale et dans peut-être un objectif de conservation. Du coup, je pense que c'est tout aussi intéressant, mais juste pour dire que le métier d'éthologue en soi, finalement, il est plutôt rare. Est-ce que je recommande le master? Ouais, je le recommande pour les opportunités qu'il m'a offertes durant mon master. Donc par exemple ce stage-là qui est incroyable, ou celui d'avant. En fait, ça m'a donné énormément de légitimité pour pouvoir avoir de l'expérience pour être acceptée dans les expériences. Disons que si j'avais été volontaire dans les assos où j'ai été par exemple, mais sans cette formation-là, je pense qu'on aurait considéré mon profil avec un peu moins d'intérêt. Alors que là, je pouvais, par exemple, avoir accès à certains privilèges. Enfin, par exemple, là, le fait qu'on paye le vol pour venir, je pense pas que quelqu'un qui avait pas d'expérience ou qui avait pas d'expérience et du coup pas le master que j'ai eu l'aurait pu. Donc ouais, je recommande ce master pour les débouchés qu'il offre. En termes d'expérience et en termes de job, je verrai après. Je voulais préciser les cours qu'on a. Donc on a des cours en éthologie générale. Donc on va étudier tous les aspects du comportement des animaux, alimentaire, reproductif, la socialité de façon générale, l'ontogénèse des comportements, c'est-à-dire comment des comportements peuvent se mettre en place avec l'expérience, avec l'apprentissage. On a également des cours en statistique, vu que c'est, comme j'ai dit, c'est un master qui est plutôt tourné vers la recherche, donc les statistiques sont vachement importantes. On a des cours aussi en neurosciences, c'est quand même pas mal tourné vers la cognition. Quelques cours qui sont en conservation, et d'autres en psychologie selon les intérêts de chacun. Et on a aussi un aspect vers le bien-être animal, avec de l'éthologie qu'on dit un peu plus appliquée. Ça me fait penser à un projet sur les dauphins en Polynésie, peut-être une future expérience. Merci beaucoup, j'en avais pas entendu parler, ça a l'air vraiment bien. Et la Polynésie, en plus, ça donne beaucoup envie. Du coup, au niveau des débouchés de ce master, donc là, je crois que vous avez compris que je suis encore stagiaire et que après, je sais pas si vraiment, quel sera mon futur job, parce qu'en fait, les débouchés sont quand même pas très. Disons, en fait, je pense qu'il y en a, mais il faut quand même être assez débrouillard. Donc la voie privilégiée, on va dire, c'est d'être enseignant-chercheur, donc chercheur en éthologie. Donc ça implique qu'après le master, de faire une thèse, donc un doctorat, puis un autre post-doctorat, puis d'être accepté en tant que chercheur dans la fac ou dans un laboratoire CNRS, par exemple. C'est un parcours dont on entend beaucoup parler et pourtant qui est très très difficile d'accès, où c'est vraiment une petite partie qui est acceptée. Juste pour vous donner un exemple, j'ai postulé pour une thèse et malheureusement j'ai pas été acceptée parce que j'avais 14 de moyenne en master, donc j'étais pas dans les premières, j'ai pas ouvert cette thèse. Malgré que j'ai toutes les expériences en lien que j'avais eues sur le terrain, par exemple, qui correspondaient à cette offre de thèse. Donc, si vous envisagez de faire la thèse, en tout cas, il faut vraiment un cours d'excellence, plus, on va dire. Donc, s'il y a cette voie-là de la recherche, qui est absolument passionnante, mais qui est difficile d'accès. Mais il y en a d'autres. C'est possible, par exemple, de travailler dans des bureaux d'études. Il y en a certaines, par exemple, qui sont spécialisées sur le bien-être animal. Il y en a de plus en plus qui se développent. Et c'est notamment développé pour essayer d'améliorer le bien-être des animaux d'élevage. Alors c'est à prendre entre guillemets parce que, le bien-être d'animaux en élevage c'est un peu
antagoniques. Mais en tout cas, pour tenter d'améliorer leurs conditions, ça passe des fois par des expériences ou par exemple des stages qui sont proposés en master d'éthologie. C'est pas quoi que j'ai préféré parce que moi c'était vraiment la conservation qui m'intéressait, même si le bien-être animal c'est fondamental pour moi. Mais en fait j'aimais pas trop les méthodes. Par exemple des stages qui sont proposés donc à l'INRAE, l'Institut de l'agriculture. En fait c'est les recherches scientifiques qui sont liées à l'agriculture, à l'agronomie, etc. Donc ce qu'ils font par exemple c'est de comparer des animaux, des porcs qui sont élevés en conditions classiques d'élevage, donc dans les conditions qu'on connaît pas terribles du tout, et des animaux qui bénéficient d'enrichissement, par exemple qui vont avoir un grattoir ou qui vont avoir un sol un peu plus sans caillebotis, donc où ils vont pas pouvoir entrer leurs sabots entre les trous, voilà des enrichissements on va dire, et voir est-ce que au niveau du comportement est-ce qu'ils ont un peu mieux, est-ce qu'ils ont moins de stéréotypies, donc c'est les comportements répétitifs que présentent certains animaux qui ont un stress élevé, ou ils prennent aussi des réponses physiologiques au niveau de l'hormone du stress, etc. Donc c'est des études qui se font pour tenter d'améliorer les conditions. Bon, c'est un grand débat pour conclure avec les débouchés autres qui sont possibles. C'est possible aussi de faire comportementalisme et du coup avec une formation complémentaire, vu qu'éthologue et comportementaliste c'est pas pareil comme j'avais dit. Et aussi, c'est possible d'être chargé d'études en conservation. Par exemple, comme ce que j'avais fait moi en stage, donc avec le suivi de la reproduction des animaux, ou en fait faire partie de programmes de conservation. C'est possible également d'être dans la médiation scientifique, donc dans la vulgarisation, dans la transmission de toutes ces données éthologiques. Voilà, en tout cas, certains débouchés sont également accessibles avec d'autres masters. Par exemple, en BE, biologie, écologie, évolution, dans des masters de gestion de la biodiversité. Donc, si vous n'avez pas fait de l'éthologie, c'est quand même possible de rejoindre ces voies-là. Mais j'avoue que pour faire de la recherche en éthologie, forcément, c'est nécessaire. C'est difficile de voir exactement en quoi ça peut consister, mais je pense que les expériences nous guident petit à petit. C'est peut-être pas très lente, mais qui vous permet d'atteindre une autre jusqu'à ce que vous trouvez ce qui vous convient le mieux. Et je pense que le parcours, il est absolument passionnant de voir toutes ces espèces différentes, de voir toutes les manières de les étudier et d'essayer de les protéger. Je pense que c'est vraiment passionnant et que ça vaut le coup, et que si votre passion c'est d'observer les animaux, c'est vraiment une voie que vous pouvez choisir. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org, ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.